La situation de relance après Covid, il est impératif de faciliter le climat des affaires à toutes ces PME locales qui ont tenu pendant que le pays était fermé et qui ont apporté des solutions. On a aussi parlé de transformation. Pour qu'il y ait transformation, il faut de l'énergie, ce qui n'est pas vraiment gagné avec les délestages auxquels on assiste en ce moment ici en Côte d'Ivoire. Le débat africain, Alain Foucault. Comment repartir après cette longue période, après cette situation inédite de Covid qui a mis toutes les économies en veilleuse pendant plus d'1 an? Comment relancer la machine? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain qui ce dimanche est à Abidjan dans le cadre de la conférence débat Risque Pays organisée par Bloomfield Investment Corporation, le premier cabinet de notation pays d'Afrique francophone. Occasion de faire le bilan après Covid de l'économie ivoirienne, moteur de la sous-région Afrique de l'Ouest. Plusieurs invités sur ce plateau. D'abord M. Adama Coulibaly, ministre de l'économie et des finances de l'État de Côte d'Ivoire. Second invité de ce plateau d'Abidjan, M. Yacouba Penanyaba Coulibaly, le président de l'Autorité nationale des régulations des marchés publics. Notre troisième invité est M. Amadou Bakayoko, le directeur général de la CIE Sodeci, la société de distribution d'eau et d'énergie de Côte d'Ivoire. Notre quatrième invité est notre hôte, M. Stanislas Zézé, le président directeur général de Bloomfield Investment Corporation, le premier cabinet d'Afrique francophone de notation financière pays, qui existe depuis maintenant 14 ans. Alors, dans la première partie de cette émission, nous avons fait un peu le point de la situation créée par la Covid-19 et nous avons commencé à évoquer les stratégies de relance de l'économie. Quand on parle de relance, on a besoin d'énergie. Pour qu'il y ait transformation, pour qu'on soit dans le digital, il faut gérer la question énergétique. Or, on sait qu'on rencontre encore de gros problèmes dans ce domaine, dans ce pays. Il y a des zones où on parle même de tontine, c'est-à-dire on est obligé d'avoir de l'électricité par bout à des certaines heures où on se partage des bureaux pour travailler. Comment peut-on envisager la relance avec une énergie qui ne marche pas? Alors, déjà, il faut situer les choses. Vous savez, dans toute situation, il y a ce qui est structurel et il y a ce qui est conjoncturel. Construire des ouvrages de production, ce sont des projets qui prennent de 2 à 7 ans selon les technologies. Donc la situation d'aujourd'hui, c'est le fruit de décisions d'action depuis 2 ans, depuis 5 ans. Pour monter une unité de production, vous avez d'abord un projet technique à monter, avec bien entendu les critères environnementaux à respecter. Vous avez une seconde étape, c'est d'aller négocier avec les autorités. Une troisième étape, c'est de boucler le financement. Et la quatrième étape, c'est de réaliser. À partir du moment où vous avez bouclé le financement, le reste, c'est un délai d'exécution du chantier, puisque vous avez un financement. Donc les prestataires sont nombreux, ce sont des technologies maîtrisées. Aujourd'hui, nous avons en 2020, en plein cœur de la crise, 500 milliards de francs CFA. On a entendu tout à l'heure les chiffres des IDE et des flux d'investissement en Côte d'Ivoire. 500 milliards qui ont été mobilisés pour des investissements dans le secteur de l'énergie. Pendant la crise. Mais dans le même temps, le consommateur, lui, il a besoin d'avoir de l'électricité. On parle du structurel. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait ces 3 premières étapes, vous ne pouvez pas avoir la dernière. Ce qu'on dit, c'est que ce financement a pu être sécurisé en 2020, malgré la crise. C'est le signe de la confiance dans la Côte d'Ivoire que ce financement ait pu être mobilisé. Et ensuite, le délai de travaux, on se retrouve avec, malheureusement, des retards. Parce que, vous l'avez dit, les usines sont fermées, les voyages ne se font plus, certains experts sont difficiles à mobiliser. Donc ça, c'est des délais opérationnels qui créent un problème conjoncturel, qui est qu'effectivement, un chantier qui aurait dû en temps normal être livré en décembre va être livré en août. Donc cela crée un trou. Ensuite, vous avez une dynamique de croissance très forte. Donc effectivement, on considère aujourd'hui qu'on est dans une crise de croissance. J'ai parlé des industriels, croissance très forte, le grand public, croissance également très forte. Donc il se trouve que si vous prenez les 10 ans, donc les 10 dernières années, vous avez une croissance très forte de la consommation, vous avez la capacité de production qui s'est rajoutée, et donc quand cette capacité se rajoute, malheureusement on a eu une période où c'était un peu juste, et le Covid est arrivé dans cette période-là. Il n'y a pas eu un manque d'anticipation au départ, parce que là, on ne découvre pas, il y a des prévisions. Je pense qu'il y a eu un manque d'anticipation au départ, dont vous souffrez aujourd'hui. Alors justement, je vous ai parlé tout à l'heure des délais sur lesquels vous mobilisez les projets. Vous avez aujourd'hui une performance de monter ces projets et de les sécuriser en 2020 pour pouvoir les exécuter. Après, dans le domaine de l'énergie, vous avez ce qu'on appelle les aléas. Aujourd'hui, si vous êtes basé en France, vous allez sur le site de RTE, réseau en France qui gère le mouvement d'énergie. Il y a des rapports où on dit sur les 10 prochaines années, vous avez plusieurs configurations. Vous avez des aléas ponctuels et vous avez une conjonction d'aléas. Et aujourd'hui, le cauchemar de tout acteur dans le domaine de l'énergie, c'est si vous avez 2-3 aléas,
vous rentrez en situation difficile. Parce que quelles que soient vos marges de manœuvre, vous pouvez absorber un choc, peut-être 2, mais si vous avez 3 chocs, vous êtes en situation difficile. Et vous avez combien de chocs, vous? Nous, on en a eu 4. Ah oui, quand même. On a eu 4, et si vous permettez, le retard sur la production. Monsieur Foucault, je pense que c'est une question, la question de l'énergie, on vient d'en parler, c'est un peu conjoncturel. Il y a une conjonction d'aléas qui ont permis justement d'être dans cette situation. Mais pour revenir à l'essentiel c'est quoi? C'est que depuis 2012, en 2012, seulement 33% de la population avait accès à l'électricité. Aujourd'hui, c'est 80% de la population qui a accès à l'électricité. Je pense qu'on ne peut pas passer sous silence cela, sous le couvert qu'effectivement on a un problème conjoncturel qui, au demeurant, va être résorbé au cours des prochaines semaines. Donc il y a des efforts importants qui ont été faits. On a envie d'entendre, Monsieur le ministre, parce que l'Ivoirien qui regarde se dit quand est-ce que je vais avoir vraiment cette énergie? Et cette relance dont on parle, est-ce que je vais avoir l'énergie pour pouvoir y participer? Dans combien de temps cette question de l'énergie va être résolue? Parce que c'est central, ce n'est pas un détail. Oui, mais les services y travaillent. Je pense qu'on parle de fin... Tout à fait, dans les prochaines semaines. Comme ça a été dit. Si vous permettez 2 secondes, je vais, pour compléter ce que Monsieur le ministre a dit. Lorsqu'on veut parler d'énergie, il y a 3 grands éléments techniques. Le premier, c'est l'accès. Comme l'a dit Monsieur le ministre, la progression est extraordinaire. On est passé de 2000 localités en 2011 qui avaient accès à plus de 6000 localités. On a un programme d'électricité pour tous. On est passé d'1 million de clients à 3 millions de clients. Et l'année dernière, on a reçu un prix, le prix Edison, qui est un prix mondial des sociétés d'électricité décerné aux États-Unis, sur la politique d'accès qui a permis à des centaines de milliers de foyers d'accéder à des tarifs très faibles à l'énergie. Donc, sur l'accès, la performance est remarquable. Le second critère, c'est la qualité en temps normal. La qualité de service, on avait effectivement un critère qu'on appelle le temps moyen de coupure. On était à plus de 3 heures de coupure par mois. En 2020, on a fini à un peu plus d'1 heure et demie de coupure. Donc on a quand même une réduction drastique. Et vous avez d'autres pays, on ne va pas les citer, parmi les plus grandes économies africaines, qui sont à 2-3 heures par mois. Donc progression significative qui a été faite à ce niveau-là. Le troisième critère, c'est la résilience. C'est la capacité à pouvoir absorber plus ou moins de chocs. Donc nous sommes des pays en émergence, donc développement, qui doivent gérer le problème de l'accès, qui doivent gérer le problème de l'amélioration de la qualité et qui doivent en même temps gérer la problématique de la capacité à être résilient. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors, l'autre aspect, et beaucoup de personnes m'ont demandé de ne pas passer sous silence cette question, c'est est-ce qu'on a besoin d'aller chercher de l'argent pour cette relance-là? Faisant évidemment allusion à cette rencontre sur les économies africaines à Paris. Stanislas Zézé, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher de l'argent? Et est-ce que ça change quelque chose, ce qui a été fait à Paris sur les économies africaines? J'en parle d'abord avant de revenir au ministre sur la question. Je crois que le résultat du sommet parle de lui-même. Les montants proposés sont des montants très 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 faibles comparés aux besoins. Et je crois qu'aujourd'hui, les pays africains devraient peut-être se concentrer sur développer leur propre marché des capitaux. Quand je vois les montants qui sont levés sur les marchés internationaux, évidemment, ce ne sont pas des montants qui ne peuvent pas être levés sur le marché des capitaux en Afrique si on lève toutes les barrières qui font aujourd'hui que les marchés des capitaux ne sont pas développés. Vous avez, premièrement, les barrières frontalières, de savoir qu'un pays de l'UEMOA, par exemple, ne peut pas emprunter, dans la CEMAC, ne peut pas emprunter en Afrique du Sud. Ces barrières, si elles tombent, évidemment, ça permettrait d'avoir un marché plus important. Les types de produits qu'on propose sur les marchés des capitaux, aujourd'hui, pour les pays, c'est toujours les mêmes produits. Les obligations, à un moment donné, peut-être qu'il faut diversifier ces obligations, proposer autre chose, parce que les investisseurs sont là, mais vous avez différents types d'investisseurs. Quand on a introduit le sukuk, ça créait un nouveau type d'investisseur. Évidemment, ça a renforcé la profondeur du marché. Quand ils ont introduit le green bond, donc l'obligation verte, également. Donc ça veut dire que plus il y aura de nouveaux produits, plus il y aura certainement de la liquidité. Mais moi, je pose la question du profane. Hein. C'est ce que les gens m'ont posé comme question. Combien on a donné à Paris? Et est-ce que ça va vous aider vraiment? Était-ce vraiment nécessaire? Est-ce qu'on avait besoin que toutes ces nations soient à Paris pour recevoir cette manne-là, Monsieur le ministre? Oui, c'est tout à fait nécessaire parce que, comme vous le savez, pour financer en fait les priorités d'un pays, il y a en fait les ressources intérieures. Si les ressources intérieures sont suffisantes, comme vous l'avez dit, il n'est pas nécessaire d'aller chercher des ressources à l'extérieur. Mais il se fait que, en tout cas sur le continent, les ressources intérieures sont
généralement insuffisantes. Donc on est obligé d'aller recourir en fait aux emprunts pour financer nos priorités. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de lever des ressources intérieures? Est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, une démarche qui n'est pas suffisamment approfondie pour lever les ressources à l'intérieur? Monsieur Foucault, laissez-moi aller jusqu'au bout de ma logique, ensuite on va revenir sur la question. Alors on va à l'extérieur simplement parce qu'on a besoin de lever des ressources additionnelles pour pouvoir financer nos priorités. Concernant Paris, effectivement, il y a eu donc une évaluation qui a été faite qui montre que sur la période 2021-2025, l'Afrique a besoin de 425 milliards de dollars pour pouvoir justement effacer totalement les effets de la crise de la Covid. Donc il y a eu une bonne initiative au niveau du FMI qui vise à allouer des ressources au DTS à hauteur de 650 milliards. DTS, droits de tirage spéciaux. Et ces DTS, en fait, sont alloués selon les quotas des différents pays. Quand vous prenez l'Afrique tout entière, l'Afrique a un quota de moins de 5%. Donc si on prend ça, ça veut dire que c'est 33 milliards qu'on aura. 33 milliards qu'on aura. Quand on prend l'Afrique subsaharienne, c'est autour de 20-25 milliards. Mais en réalité, les pays occidentaux qui ont besoin de ces ressources-là, enfin qui disposent de ces ressources, n'en ont pas réellement besoin. Donc à Paris, il a été acté que ces ressources soient mises à la disposition des pays africains pour leur permettre de pouvoir justement relancer leur économie. Mais ça ne va pas se mettre à disposition comme ça. Il faut un effet de levier, parce que ce n'est pas grand-chose non plus, ça ne peut pas permettre de régler totalement les problèmes. Il y a un effet de levier qui doit se faire avec les banques régionales de développement, comme la Banque africaine de développement, Afreximbank, la Banque ouest africaine de développement, qui peuvent, si elles bénéficient de ces ressources, les utiliser pour avoir un effet de levier plus important, aller chercher des ressources sur les marchés et ensuite les mettre à disposition des pays à des conditions qui sont acceptables. Voilà ce qui a été acté au niveau de Paris. Je pense que c'est une excellente chose parce qu'autrement, les pays africains n'auraient pas de ressources suffisantes pour pouvoir faire face justement aux effets de la Covid. Je vous voyais dubitatif, M. Zézé. J'entends bien ce que le ministre dit, mais je crois qu'à un moment donné, il va peut-être falloir que les pays africains pensent plutôt à augmenter justement leur capacité de ressources propres. Je crois que les emprunts devraient être des ressources additionnelles, mais pas les ressources principales. Il me semble que la problématique du financement de l'économie en mettant l'accent sur la capacité des pays à pouvoir augmenter leurs ressources propres n'est pas quelque chose qui est adressé souvent. On adresse souvent la dette, mais on n'adresse pas souvent comment améliorer les richesses, comment produire plus de richesses. Sommes des pays les pays africains sont pour la plupart des pays avec une économie informelle qui bouffe à peu près 90% de l'économie. Donc 80 à 90% des économies sont informelles. Peut-être qu'il est temps, parce qu'on en parle depuis les indépendances, de commencer à voir quelle est vraiment la possibilité de formaliser toutes ces économies-là et se retrouver peut-être réduire le taux à peut-être 10%, mais ce serait bien d'avoir une économie à 90% formelle et à 10% informelle. Donc évidemment, ça permet d'élargir de façon significative l'assiette fiscale de l'État. Quand vous regardez ce qui est arrivé avec les PPTE, donc évidemment, c'est l'accumulation de ces dettes qui, à un moment donné, deviennent insoutenables. Pays pauvres, très endettés, PPTE. Oui, donc évidemment, si c'est arrivé une fois, si on met l'endettement comme la ressource principale, évidemment, forcément, à un moment donné, nous craignons, je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, nous craignons qu'on arrive à cette situation à nouveau. Donc il faut plutôt mettre l'accent sur comment générer de la richesse. Non. Monsieur le ministre n'est pas d'accord? Peut-être juste un mot sur la question de la dette. On ne s'endette pas pour s'endetter en réalité. On ne s'endette pas pour s'endetter. On va prendre la dette pour faire des investissements qui sont productifs. Et quand ces investissements sont productifs, effectivement, ça génère des ressources pour servir la dette. Et ça, c'est ce qui se fait. Et pour la Côte d'Ivoire en particulier, nous n'allons pas sur le marché comme ça. Quand nous faisons toujours une analyse de viabilité de la dette pour nous assurer que notre dette est soutenable sur le long terme. Et c'est une projection sur 20 ans, 30 ans. Notre dette est soutenable sur une période de 20 ans, 30 ans, il n'y a aucun problème là-dessus. Et nous sommes sélectifs également dans les ressources que nous allons rechercher. Alors pour revenir aux ressources intérieures, le ministère du Budget pourrait en parler de façon extensive. Il y a des efforts importants qui sont faits justement pour collecter plus de ressources domestiques, notamment à travers la digitalisation.
Parce que l'expérience a montré que là où il y a de la manipulation humaine, il y a effectivement des risques de déperdition. Donc en digitalisant, on règle les problèmes de façon très nette. Il y a cette piste qui est en train d'être explorée. La question de la formalisation du secteur informel fait l'objet également de réformes. On a mis ensemble aujourd'hui le ministère de l'Artisanat, le ministère des PME, pour faire en sorte que ceux des artisans qui ont des capacités, qu'ils puissent être accompagnés pour devenir formels et ensuite ils vont être fiscalisés. La formalisation, un peu plus de formalisation. Là, je voulais faire réagir M. Koulibaly sur la dette, parce que je crois que c'est une question qui vous intéresse particulièrement. Avez-vous le sentiment qu'on s'est trop endetté ou pas assez? Je crois que la question avait été répondue par le ministre. Parce que vous aviez l'air... Vous ne voulez pas mettre le ministre en... Non. Moi, je voulais plutôt intervenir, puisqu'il y a un panel qui est réservé à la dette, et le ministre a répondu au rapport sur la dette. Moi, je ne vais pas m'y attarder. Je voulais simplement dire, quelle que soit la quantité de ressources que l'État va collecter, l'important, c'est comment on les redistribue. Et les marchés publics sont un levier important de redistribution des ressources. On a parlé tout à l'heure des mesures en faveur des PME. Tout le dispositif est mis en place pour faire en sorte que la plus petite entreprise puisse avoir accès aux ressources publiques. Et je crois que pour nous, c'est une boussole. Peut-être juste une chose en complément. Je pense que les choses ne sont pas aussi figées. Nous, on le constate sur les projets d'investissement dans l'énergie. De plus en plus, le secteur bancaire local intervient. L'année dernière, quand on parlait du structurel, pour boucler les 500 milliards d'investissements, un critère qui était observé, c'était les délais de paiement. Est-ce qu'au moment où on offre des délais de 3 à 6 mois aux clients, aux particuliers, on va être capable de respecter les paiements aux gaziers et aux opérateurs indépendants? C'était le critère clé pour que cela se lève. Eh bien, on a pu lever 45 milliards grâce aux banques locales au mois de mai et de juin de l'année dernière. Donc moi, je tiens vraiment à féliciter les banques locales. Elles ont montré leur capacité. Et on était à moins de 6 mois de la fin de notre convention. Et sans ces montants-là, le closing aurait été retardé de 6-12 mois. Et donc à ce moment-là, vous imaginez, tout est décalé. Donc les projets seraient arrivés en 2022-2023. Donc je crois qu'il faut nuancer. Le secteur bancaire local est de plus en plus capable de répondre, comme l'a dit M. le ministre. Par contre, on constate quand même qu'on est aussi obligé d'aller à l'international pour boucler les financements, vu les montants concernés. Donc il faut nuancer un peu cette question de financement. De plus en plus, les acteurs locaux, et je les félicite, sont capables de répondre. On a un projet dans un pays de la sous-région où plus de 70% a été mobilisé en local. C'est des choses qu'on ne voyait pas par le passé. Alors, puisqu'on arrive presque au terme de cette émission, j'ai envie de dire, on a parlé de relance. C'est quoi les prévisions dans l'année qui vient et quel va être le principal levier pour cette relance, Monsieur le ministre? Mais dans l'année qui vient, nous prévoyons un rebond de 6,5% de taux de croissance. Et les leviers pour nous permettre justement d'atteindre cela, c'est effectivement le secteur de l'industrie, le secteur secondaire d'une manière générale, et puis ensuite le secteur primaire également qui reprend avec les exportations des productions et les transformations également du cacao. Pour cela, je voudrais vous indiquer déjà qu'en matière d'industrialisation et de transformation de nos produits locaux, il y a une usine de transformation du cacao qui est en construction au niveau de la Côte d'Ivoire, portée par le Conseil Café Cacao. Et ça, je crois que ça, c'est extrêmement important. Quand vous dites qu'on en parle depuis longtemps, rien ne se fait. Voilà du concret. On a une usine portée par, en fait, des nationaux qui s'est créée. Sans compter quand même qu'au niveau des transformateurs qui existent déjà, il y a des nationaux qui sont là-dedans. La question, c'est simplement la capacité de pouvoir se connecter en fait, aux marchés internationaux avec les chocolatiers pour avoir des débouchés et donc pouvoir vendre tout ce qui est transformé localement. Donc pour reprendre, l'industrialisation c'est un levier important, l'agriculture c'est un levier important et bien sûr au niveau du tertiaire, il y a tout ce qui concerne l'économie digitale qui est en plein essor au niveau de la Côte d'Ivoire ici. Voilà les leviers que nous... Malheureusement, on ne peut pas aller plus loin. On espère que cette relance va venir, que vous allez être à nouveau le moteur de cette économie de la sous-région. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui.